Oui, Certains, c'est un vrai on peut le risque. saluer parce que c'est quand même compliqué de témoigner. Il y aura des répercussions pour eux. Il y en a qui ont peur, il y en a qui rentrent chez eux la boule au ventre en se disant que dans leur propre tour, dans leur propre habitation, des trafiquants sévissent et des consommateurs consomment de la drogue, donc avec un état d'ébriété assez prononcé. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on accepte continuellement que l'État se fasse marcher dessus, se fasse cracher dessus et se ne fasse pas respecter par des petits trafiquants de drogue et des petites frappes. Au bout d'un moment, il faut quand même poser la question si on est en capacité de maintenir l'ordre sur notre propre territoire. Or, la question que je pose moi, et c'est la comparaison que je mène à chaque fois avec le même exemple, il faut reprendre le contrôle des territoires. Je prends un exemple toujours précis. Le week-end du 13 novembre 2015, le président qui était considéré le plus mou de l'histoire de la Ve République, François Hollande, avait décrété l'état d'urgence, avait saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu en décrétant l'état d'urgence. Il avait saisi et il avait arrêté des tas de trafiquants de drogue, des tas d'imams, etc. Donc est-ce que le président le plus mou a été capable de le faire et son successeur... Dans une situation inédite, exceptionnelle il faut un motif. Il faut un motif. Ouais. Et moi, je pense que le motif est prêt. Dans un état d'urgence permanent. Justement, maintenant, avec le décès du petit Fayed, du fait que les trafiquants de drogue ne se tuent pas uniquement entre eux, mais provoquent des victimes collatérales, le fait que le trafic de drogue touche les villes de taille intermédiaire, les villes rurales, les villes périphériques, on arrive à un état d'urgence absolu. C'est-à-dire qu'on se rapproche davantage des pays d'Amérique du Sud dans certains quartiers de la République française que d'une démocratie libérale ou de la 7e puissance mondiale. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on a les motifs pour le faire ? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron doit saisir l'état d'urgence parce qu'avec les moyens de droit traditionnels, les services, parce que vous avez passé un documentaire, je crois, cette semaine, en montrant que les trafiquants de drogue avaient des services juridiques. Ils sont en capacité de se protéger, ils sont en capacité d'esquiver la loi, ils sont en capacité de se foutre de la gueule des policiers, de se foutre de la gueule des juges. Donc si on n'a pas des moyens exceptionnels, on n'y arrivera pas. Or, les habitants de ces quartiers demandent un changement immédiat. Sinon, c'est les trafiquants de drogue qui vont gagner, c'est eux qui vont garder le contrôle du territoire. On entend, mais ça vous choque ? Non, moi je pense pas. Parce qu'en fait, la légalisation, ce serait abdiquer, ce serait dire notre société est malade, on accepte que notre société est malade et on le fera. Mais quand on prend il y a plusieurs sujets. Il y a la question de pourquoi est-ce qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et qui consomme le plus de drogue. Parce qu'on est un pays auquel il y a quand même des anomalies, avec un certain discours politique qui est tenu, auquel vous êtes moins optimiste en France qu'en Irak, qu'en Afghanistan. Ça pose quand même question, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la France, mais ça reste un pays qui est quand même en meilleure situation que l'Irak et l'Afghanistan dans la situation actuelle. L'autre point qu'on a, c'est qu'on a quand même un discours qui est tenu vis-à-vis d'une certaine jeunesse en Occident, qui notamment avec certains discours, avec certaines séries, notamment Netflix, etc., encourage la consommation de drogue, parce que c'est vu comme quelque chose de cool. Donc lorsque vous avez des soirées, notamment étudiantes, etc., la consommation de drogue est encouragée, voire même plébiscitée, dans la mesure où si vous ne consommez pas de drogue, vous venez pas à la soirée, vous ne pouvez pas vous inclure dans la société. Et l'autre point que je vois ensuite, après en termes de sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société ? Est-ce qu'on accepte de se dire, c'est la société qui décide, ou est-ce que, comme responsable politique, comme éditorialiste, comme journaliste, comme analyste, on essaie de donner une vision. Et puis de toute façon, là où il a raison, c'est que les contextes et les situations en Afrique va conduire au déplacement de population, instabilité des États avec différents coups d'État, dérèglement climatique qui fait que certaines populations n'auront pas de quoi se loger et puis ne pourront pas habiter sur place, et puis crise agricole, crise alimentaire qui font que... Et vous fermez la frontière comme une porte et vous pensez Non, justement. Moi, je pense que là où il se trompe, c'est sur deux sujets précis. Pour moi, en fait, il dit que le sujet essentiel, c'est l'immigration. Moi, je pense qu'il avait abordé sa campagne sur deux thèmes, grand déclassement et grand emplacement. Je pense que si vous l'abordez uniquement sur le grand emplacement et pas uniquement le grand déclassement, vous ne voyez pas la fin de l'Occident et le fait qu'on assiste à une parenthèse de la domination occidentale dans le monde, et c'est ça le sujet numéro un. Ouais. Les Français sont malheureux, notamment parce qu'on n'a plus la même puissance qu'avant, on n'est plus sur le siècle de Louis XIV, les États-Unis dominent plus autant le monde qu'avant, et c'est plus nos valeurs qui sont respectées dans le monde entier. Donc ça, c'est le sujet numéro un. Le deuxième sujet, c'est la question de l'assimilation. Pendant 200 ans, les États-Unis se sont construits avec l'immigration, mais les gens venaient aux États-Unis sur le projet de melting pot américain et sur l'American Dream. Et là, maintenant, le problème, c'est que les gens viennent d'Afrique, viennent du Moyen-Orient, en Europe, non pas pour s'imposer et pour s'assimiler au modèle européen, ils viennent pour appliquer leur propre modèle de société. Donc vous avez un sujet d'immigration parce que des gens ne viennent pas pour vivre dans le pays où ils viennent uniquement pour importer et pour appliquer leur propre culture. Et c'est ça qui crée une dissension entre le pays d'accueil et des gens qui arrivent. Et tant qu'on ne pose pas la question de politique d'immigration avec la politique d'assimilation, je pense qu'on met une grande erreur. Pour les lecteurs de droite, j'ai toujours pas ma réponse. Si, il y a trois droites, c'est les trois droites de René Raymond. Vous avez la droite bonapartiste, celle de Bardella, celui qui parle à l'électeur populaire parce que les autres n'ont pas. Vous avez la droite conservatrice, c'est celle de Marion Maréchal et peut-être un peu celle de François-Xavier, mais comme François-Xavier est un peu plus modéré, dû égard à son parti, il fait partie de la droite orléaniste. Et c'est pour ça qu'en fait, vraisemblablement, vous aurez les trois droites avec Bardella qui va arriver carolé en tête, et les deux autres qui vont être derrière. Parce que les deux autres ont perdu l'électorat essentiel, qui est l'électorat intermédiaire et l'électorat populaire, qui est parti avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella. Tant qu'ils ne parleront pas de nation, tant qu'ils ne redeviendront pas gaullistes, tant qu'ils ne deviendront pas bonapartistes, en parlant au peuple et en parlant aux tripes des gens... Ils s'estiment tous gaullistes. Oui, mais non, vous pouvez être gaulliste dans les mots, mais vous pouvez être gaulliste
gaulliste dans les actions. Non, mais quand Nicolas Sarkozy intervient, parce que c'était ça le cœur du sujet aussi, quand il disait qu'il fallait rassembler les trois. En fait, la droite est libérale et conservatrice avec un chef gaulliste. Comme il n'y a pas de chef gaulliste, ils ont perdu les libéraux chez Macron, ils ont perdu les conservateurs, et ben il reste plus rien. C'est ça le sujet essentiel. Tant qu'ils ne reparleront pas à l'électorat populaire, ils n'y arriveront plus. Non, mais en fait, sous le sens. On en est là à dire il faut en parler. Oui, on arrive à quelque chose de grave où certaines personnalités, certains médias, certains retranscripteurs d'opinion préfèrent masquer le réel dû égard à leur idéologie plutôt que de le raconter. Or, une fois que vous ne décrivez pas le réel, vous êtes en incapacité de décrire la société et de pouvoir répondre aux maux de la société. Or, ce qu'on voit avec le viol à Cherbourg, c'est qu'avec l'explosion de la délinquance et de la criminalité allant des vols, malheureusement, des actes de délinquance jusqu'aux viols les plus barbares, on assiste à une explosion dans une société ultra barbare et surtout ultra violente. Et la réponse qui est posée, parce que ce n'est pas un fait divers, que je rejoins Paul Molin, c'est un fait de société, c'est comment on fait pour y répondre. D'abord, c'est retranscrire le réel. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur le constat qu'on a. Donc, est-ce qu'on est dans une société ultra violente et surtout de plus en plus radicale et de plus en plus barbare? Une fois qu'on met cette situation, on peut débattre de sujets. C'est-à-dire qu'on peut dire, on est davantage pour la réinsertion, on est davantage pour l'emprisonnement, on pense que c'est la répression la meilleure solution. Mais là, on n'est pas du tout sur le même sujet. On est sur un sujet où certains disent, comme on ne veut pas débattre sur le sujet essentiel, on ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas de vagues, on ne veut pas mettre la lumière sur certaines personnalités, on ne veut pas mettre en avant certaines problématiques de la société, on préfère masquer le sujet. Et c'est ça qui est le véritable drame. Moi, je pense notamment aux États-Unis, où ils avaient décrit parfaitement la campagne de 2016, où lorsque vous étiez un électeur de Trump ou d'Hillary Clinton, vous n'avez pas la même vision de la société, vous n'avez pas la même vision d'Amérique. Or, nous, si on veut faire sens commun, on veut rester dans un modèle unitaire, un modèle laïque, et vivre la même chose et vivre côte à côte et non pas face à face, je pense qu'il faudrait commencer par partager le même diagnostic et décrire les mêmes faits de société, et notamment des faits aussi violents. Regarde complètement, William. Il n'y a rien qui va dans cet extrait. Effectivement, que la personne puisse avoir été victime de discrimination dans les années 80, ça peut s'entendre, surtout que des études peuvent aller dans ce sens-là. Seulement, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais je vais reprendre toutes les incohérences de ce monsieur. Ce monsieur dit les employeurs sont racistes envers certaines populations, notamment d'origine maghrébine et de couleur noire. Or, lui-même, juste après, comme l'a rappelé Paul Molin, appelle un blanc Blanche-Neige, il ne manquerait plus que Babtou, et en fait, il a fait le syndrome complet de tout ce qui manquait en termes de poncif et de racisme anti-blanc. Ensuite, après, il dit que lorsque vous venez de citer, etc., vous êtes discriminé. Or, ce n'est pas vrai. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, on met en place ce qu'on appelle une politique de discrimination positive ou de affirmative action, pour reprendre le terme des États-Unis. C'est-à-dire que dans les grandes écoles et dans les grandes entreprises, vous avez des dispositifs qui sont faits. Vous pouvez aller sur le site de toutes les grandes banques, notamment anglo-saxonnes, de tous les grands cabinets de conseil anglo-saxons. En fait, quand vous êtes certaines origines, vous venez de certains quartiers, vous avez ce qu'on appelle des points bonus dans ce qu'on appelle les screenings. Quand vous déposez votre CV, et de la même manière, lorsque vous voulez rentrer dans une grande école, lorsque vous venez de certains quartiers, vous avez des points bonus. Donc, même au-delà de la question des discriminations, vous avez même une discrimination positive, c'est-à-dire que vous êtes encouragé et favorisé dans le dispositif, c'est-à-dire que la République française met en place des dispositifs lorsque vous êtes des quartiers et que vous voulez vraiment vous en sortir, de pouvoir vous en sortir. Ou par contre, il y a un véritable problème, c'est que dans des métiers dits manuels, ce qu'on appelle les métiers sous-qualifiés, il y a des véritables problèmes parce qu'en fait, les entreprises comme les entreprises de transport, etc., ont connu des soucis avec certains personnels qui venent de ces quartiers et donc du coup ont peur de recruter, notamment parce qu'il y a des incohérences en termes de boulot. Parfois, ils viennent beaucoup plus tard. Et donc, du coup, certains employeurs sont effrayés, notamment par certains profils, parce qu'il y a des incohérences et des incompatibilités dans le travail.